Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi dans les palais les plus luxueux d'Europe et de Russie, où l'or éblouit les yeux et l'architecture défie la gravité, les architectes ont oublié un tout petit détail. On nous a menti toute notre vie sur la grandeur de l'ère des Lumières, mais il suffit de gratter un peu la dorure pour qu'une vérité dérangeante et nauséabonde apparaisse. Vous avez été trompé. Tous les manuels d'histoire que vous avez lus à l'école, toutes ces visites enthousiastes de l'Ermitage et de Versailles, c'est un paravent. Un paravent derrière lequel se cache un fait si absurde que le cerveau refuse de le percevoir. Mais je vais vous poser une question qui détruira votre vision du monde. Comment une civilisation capable de construire les ouvrages hydrauliques les plus complexes, des fontaines jaillissant à des dizaines de mètres de haut sans pompes électriques et des palais pesant des millions de tonnes, a pu oublier de construire des toilettes? Arrêtez-vous une seconde et imaginez. Le XVIIe ou le XVIIIe siècle, vous êtes à Versailles. Le roi Soleil Louis XIV marche dans la galerie des glaces. Autour, des soies, du velours, des perruques, des visages poudrés. Mais l'odeur. Les historiens baissent pudiquement les yeux et marmonnent quelque chose à propos d'autres mœurs. Ils nous disent que la noblesse européenne n'aimait tout simplement pas se laver. Mais c'est un mensonge destiné à cacher un fossé technologique. L'histoire officielle nous nourrit de contes selon lesquels les aristocrates faisaient leurs besoins directement derrière les rideaux épais, dans les couloirs ou dans des pots de chambre portables, dont le contenu était jeté par les fenêtres. On nous dit que les plus grands architectes de l'époque, qui calculaient la charge des dômes et concevaient l'acoustique des grandes salles, n'ont tout simplement pas pensé à installer un tuyau en céramique pour l'évacuation des eaux usées. Croyez-vous sérieusement à cette absurdité? Regardez Peterhof, regardez Versailles. C'est un hymne à l'ingénierie hydraulique. C'est un système complexe de vases communicants, de réservoirs d'accumulation, d'écluses et de cascades. L'eau est acheminée sur des dizaines de kilomètres, sous une pression énorme, pour créer une féerie de jets s'élevant vers le ciel. Les ingénieurs de l'époque, selon la version officielle, possédaient des connaissances leur permettant de maîtriser l'élément eau avec une précision de bijoutier. Ils connaissaient les lois de l'hydraulique mieux que les diplômés actuels des écoles techniques supérieures. Et vous voulez me dire que ces mêmes personnes, ces génies de l'ingénierie, n'auraient pas pu penser à faire une simple pente dans le sol et à évacuer un tuyau vers une fosse d'aisance à l'extérieur du palais? C'est impossible. Cela contredit toute logique de développement technologique. Si vous savez construire la fontaine Samson, déchirant la gueule du lion, d'où jaillit un jet d'eau de 20 mètres de haut, alors l'assainissement est pour vous une tâche de niveau maternel. Ici se cache un terrible secret, dont les conservateurs de musées ne parlent pas. Et si ce n'était pas eux qui avaient construit ces palais? Et si ceux que nous appelons de grands monarques et empereurs n'étaient que des occupants? Imaginez un groupe de sauvages qui auraient trouvé un gratte-ciel moderne abandonné. Ils entrent, voient des ascenseurs, mais ne savent pas comment ils fonctionnent, et les utilisent comme débarras. Ils voient des toilettes, mais ne comprennent pas leur utilité, et commencent à faire leurs besoins dans les couloirs, parce que le système d'évacuation d'eau est déconnecté ou cassé, et ils ne savent pas comment le réparer. C'est exactement ce que nous observons dans l'histoire des XVIIIe et XIXe siècles. Nous voyons une utilisation primitive d'objets de haute technologie, hérités d'une civilisation précédente, beaucoup plus développée. Nous avons l'habitude d'appeler cela un culte du cargo. Quand des indigènes construisent des avions en paille, espérant que les dieux leur enverront de la nourriture. Mais nos ancêtres, ou ceux qu'on nous présente comme nos ancêtres, ont agi plus astucieusement. Ils se sont installés dans des chefs-d'œuvre de pierre, les ont nettoyés de la boue et du limon, mais n'ont pas pu en restaurer la fonctionnalité. Des palais sans toilettes, ce n'est pas une erreur de conception. C'est la preuve que la destination initiale de ces locaux était complètement différente. Peut-être que ce que nous considérons comme des salles de bal étaient des étages techniques ou des centrales énergétiques. Et ces mêmes vases que nous voyons dans les musées n'étaient pas du tout utilisés pour les fleurs. Rappelez-vous le palais d'hiver, 1057 pièces, 1786 portes,
1945 fenêtres. Et pas une seule, entendez-vous, pas une seule pièce conçue pour l'hygiène dans le plan original que les historiens nous montrent. Comment cela est-il possible? La famille impériale, propriétaire de la moitié du monde, contrainte d'utiliser des pots de chambre comme des paysans dans des masures? On nous dit que l'assainissement n'est apparu à Saint-Pétersbourg qu'au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. Mais en même temps, les quais de granit, les blocs parfaitement ajustés, la maçonnerie polygonale et ces mêmes fontaines existaient déjà. C'est un oxymore technologique. Soit vous avez les technologies de taille de pierre et d'hydraulique, et alors vous avez l'assainissement, l'eau courante et le chauffage. Soit vous vivez dans la boue et les immondices, mais alors vous construisez des chaumières en argile et en paille, et non la cathédrale Saint-Isaac avec des colonnes pesant 114 tonnes. Il n'y a pas de troisième voie. Les historiens tentent de concilier deux choses inconciliables, en nous racontant la grandeur de l'Empire et simultanément sa sauvagerie. Mais la vérité est que nous ne faisons que parasiter sur les ruines de géants. Pensez au mot « culture ». Il implique la cultivation, le développement. Or, ce qui se passait dans les palais d'Europe, c'était une dégradation. L'odeur du parfum que les Français ont inventé ne servait pas à la séduction, mais à masquer l'odeur nauséabonde des corps non lavés et des excréments qui avaient imprégné les rideaux de velours. Les rois se lavaient 2 fois dans leur vie, à la naissance et avant leur mariage. Et cela nous est présenté comme une norme? Non, c'est le comportement de personnes qui ont perdu l'accès à l'eau. Dans les palais où les fontaines dépensent de milliers de mètres cubes d'eau par heure simplement pour la beauté, les gens n'avaient pas où se laver. Vous ressentez cette dissonance? L'eau est là pour le spectacle, pour la démonstration du pouvoir, mais elle n'est pas là pour les besoins fondamentaux. Cela ne signifie qu'une chose: le système des fontaines fonctionnait de manière autonome, éternellement, et les nouveaux maîtres de la vie ne pouvaient tout simplement pas rediriger ce flux vers les salles de bain, parce qu'ils avaient peur de casser ce qui n'avait pas été construit par eux. Ils sont arrivés dans des bâtiments déjà construits. Ils voyaient des tuyaux qui s'enfonçaient dans les murs, mais ils ne savaient pas où ils menaient. Ils voyaient des ouvertures que nous pourrions aujourd'hui prendre pour des ventilations ou des puits techniques, et ils les bouchaient avec des briques parce qu'il y avait des courants d'air. Ils ont condamné les systèmes uniques de chauffage à air par des cheminées parce qu'ils ne savaient pas comment les faire fonctionner. Nous vivons dans un monde où l'histoire a été réécrite par les vainqueurs. Mais ces vainqueurs étaient des barbares qui avaient conquis Rome. Seulement cette Rome était à l'échelle planétaire. Et la prochaine fois que vous regarderez la somptueuse façade d'un palais, souvenez-vous, derrière cette façade se cache le secret de personnes qui allaient aux toilettes derrière un rideau, parce qu'elles avaient oublié comment utiliser l'héritage des dieux. Mais ce n'est que le début. Si vous pensez que l'absence de toilettes est la chose la plus étrange, attendez que nous examinions comment ces fontaines fonctionnaient réellement et pourquoi sous chaque palais se trouvent des étages enterrés dont il vous est interdit de connaître l'existence. Êtes-vous prêt à découvrir ce que cachent les sous-sols de l'Ermitage? Plongeons-nous dans les détails techniques qui feraient dresser les cheveux sur la tête de n'importe quel ingénieur sensé. La science officielle affirme que le système de fontaine de Peterhof est une merveille d'ingénierie hydraulique du XVIIIe siècle, créée exclusivement par la force de la gravité. On nous dit que l'eau était puisée des hauteurs de Ropcha et qu'elle s'écoulait par gravité à travers des canaux et des tuyaux, afin de créer une pression capable de faire monter le jet de Samson à 21 mètres. Cela semble beau, jusqu'à ce que vous commenciez à calculer. Pour assurer le fonctionnement ininterrompu d'un tel complexe, il ne faut pas de simples fossés creusés par des cerfs à la pelle. Il faut un calcul parfait de la pente, au millimètre près par kilomètre. Une seule erreur, et l'eau soit stagnera, soit fera éclater les tuyaux dans les zones basses. Et là, nous nous trouvons face au premier artefact impossible, la qualité des tuyaux. Lors de la restauration d'anciens systèmes, on trouve souvent des fragments de canalisation dont la qualité de la fonte surpasse de nombreux équivalents modernes.
Ce sont des tuyaux parfaitement lisses à l'intérieur, souvent avec des raccords que nous qualifierions aujourd'hui de brides, mais réalisés selon des technologies perdues pendant des siècles. Comment, dites-moi, une civilisation incapable d'établir la production de toilettes en faïence et d'évacuation d'eau usée dans un palais impérial coule des kilomètres de tuyaux en fonte à haute résistance, supportant une pression colossale? C'est comme trouver un moteur de Ferrari dans une charrette tirée par un cheval. Le contraste entre la technologie d'alimentation en eau des fontaines et l'absence totale de technologie d'évacuation des eaux usées des habitations, ce n'est pas qu'une bizarrerie. C'est la preuve que les fontaines et les palais n'ont pas été construits par les personnes qui y ont vécu par la suite. Maintenant, détournez votre regard des fontaines pour le porter sur les bâtiments eux-mêmes. Regardez les étages inférieurs du palais d'hiver, du château Michel ou de tout autre bâtiment ancien au centre de Moscou, Saint-Pétersbourg, Paris ou Rome. Qui voyez-vous? Des fenêtres qui affleurent sous l'asphalte. La moitié de la fenêtre donne sur la rue, l'autre moitié sous terre. Les historiens appellent cela la couche culturelle. On nous explique qu'en 200 ou 300 ans, les gens ont traîné tant de saleté sous leurs semelles et que les balayeurs nettoyaient si mal les rues que le niveau du sol s'est élevé de 3, voire de 5 mètres. Réfléchissez à cette absurdité. 3 mètres de saleté, c'est la hauteur d'une maison de plein pied. Si l'on en croit la version officielle, nos ancêtres vivaient dans une porcherie où, pendant des siècles, on n'évacuait pas les ordures, mais on les tassait simplement et on construisait de nouvelles routes par-dessus les anciennes. Mais il suffit de commencer les fouilles pour que cette théorie s'effondre en poussière. Lorsque les archéologues ou les constructeurs déterrent les fondations d'anciens bâtiments, ils découvrent que ces soi-disant sous-sols possèdent des fenêtres, des portes et même des entrées principales à part entière, qui mènent maintenant à une terre aveugle. Qui de bon sens concevrait une fenêtre sous terre? Qui réaliserait de belles maçonneries de briques, des arches et des éléments décoratifs là où personne ne les verra, parce qu'ils sont recouverts de terre? La réponse est évidente. Ces étages étaient les premiers. Ils étaient au niveau du sol. Les bâtiments étaient plus hauts. Une catastrophe s'est produite, un cataclysme global qui a enseveli les villes sous une couche d'argile et de terre de plusieurs mètres. Ce phénomène est appelé par les chercheurs le déluge d'argile ou l'ensablement argileux. Et c'est précisément ce qui explique les bizarreries concernant l'assainissement. Imaginez que vous avez une maison de haute technologie, mais que les 2 premiers étages, où se trouvaient les nœuds techniques, les systèmes de purification et d'assainissement, se sont retrouvés ensevelis sous une épaisse couche de terre. Vous êtes des survivants ou des occupants venus d'ailleurs. Vous occupez les étages supérieurs, qui ont survécu. Vous n'avez pas la technologie pour déterrer la ville. Vous nivelez simplement la terre au niveau du 3e étage, transformez les fenêtres en portes et commencez à vivre. Mais les toilettes sont restées là, en bas, sous plusieurs mètres d'argile. Elles sont inaccessibles. Les tuyaux sont brisés ou bouchés par la terre. Que vous reste-t-il à faire? Utilisez des pots de chambre et jetez les eaux usées par la fenêtre, directement sur cette même couche culturelle qui est en réalité le témoignage d'une catastrophe planétaire. Regardez les gravures et les tableaux anciens des ruinistes, tels que Piranèse ou Hubert Robert. On nous dit que ce sont des fantaisies d'artistes. Mais pourquoi ces fantaisies sont-elles si photographiquement exactes? Sur celles-ci, nous voyons des bâtiments majestueux, mais détruits et envahis par la végétation, des arches ensevelies sous la terre et de petits hommes qui s'affairent parmi les ruines gigantesques, les utilisant pour leurs besoins quotidiens. Ces gens font la soupe sur un feu de camp au milieu d'un immense temple, sèchent leur linge sur les vestiges de colonnes antiques. C'est nous. Nous sommes la civilisation qui est venue sur les cendres. Un autre fait qui hante les chercheurs, le chauffage. Jetez un œil à l'Ermitage ou à Versailles. D'immenses fenêtres, des plafonds très hauts de 5 à 6 mètres et de petites cheminées décoratives. Avez-vous déjà essayé de chauffer un hangar avec une bougie? Dans les conditions d'un hiver russe rigoureux, quand il fait moins 30 degrés dehors,
ces cheminées ne sont qu'une moquerie. Même en les chauffant 24 heures sur 24, en brûlant des bosquets de bois, la chaleur s'en ira au plafond, et en bas, ce sera un enfer glacial. L'histoire officielle nous dit que les tsars se promenaient en fourrure à l'intérieur du palais. Mais pourquoi construire un palais sous une latitude nordique, avec une isolation thermique digne d'un pavillon d'été en Italie? C'est un suicide. À moins que ces bâtiments n'aient été conçus pour un autre climat, ou pour d'autres technologies de chauffage. Il existe une théorie selon laquelle des conduits d'air pour l'électricité atmosphérique ou une autre forme d'énergie libre étaient intégrés dans les murs de ces palais, chauffant les murs de l'intérieur. Les cheminées que nous voyons maintenant sont des ajouts grossiers, faits par les occupants qui n'ont pas compris comment activer le système principal de climatisation. Ils ont percé des conduits de cheminée là où il n'y en avait pas, gâchant l'ingénierie originale simplement pour ne pas mourir de froid. Nous voyons la même scène partout dans le monde. Des portes gigantesques, conçues pour des personnes mesurant près de 3 mètres. Des marches par lesquelles il est inconfortable de marcher pour une personne de taille moyenne. Des miroirs accrochés si haut qu'il est impossible de s'y regarder sans un escabeau. Tout cela indique que les palais n'ont pas été construits pour nous. Nous sommes des Lilliputiens dans le pays des Gédéons, qui ont occupé les maisons d'autrui. Nous admirons les moulures, mais nous ne pouvons pas reproduire la composition du mortier qui tient depuis des siècles. Nous regardons les colonnes de granit de la cathédrale Saint-Isaac, et nous ne pouvons pas expliquer avec quoi elles ont été taillées, car nous n'avons pas d'outils de coupe d'une telle dureté, même aujourd'hui. Les documents officiels de construction ressemblent souvent à des falsifications rétroactives. Les devis ne correspondent pas. Les délais de construction sont irréalistement courts. On nous dit que la cathédrale Saint-Isaac a été construite en 40 ans. Mais si l'on compte le nombre de blocs de granit et le temps nécessaire pour les tailler à la main, comme l'affirme l'histoire, cela aurait pris des milliers d'années. Soit ils avaient des machines à commande numérique, soit ils n'ont rien construit, mais seulement restauré. Et c'est là que nous abordons la question la plus effrayante. S'il y a eu une catastrophe, si les villes ont été ensevelies sous l'argile et les technologies perdues, où sont passés tous les gens? Où sont passés les bâtisseurs de ces merveilles? Pourquoi les villes sont-elles vides sur les tableaux du milieu du 19e siècle? Pas de foule, pas d'agitation de marché. De rares figures solitaires errent dans des rues fantômes. Ce n'est pas un artifice artistique, c'est une fixation documentaire du vide après le nettoyage. Nous abordons le thème du déclin démographique, impossible à expliquer par la peste ou les guerres. Les chiffres que nous donnent les sources officielles ne correspondent pas à la quantité d'espaces habitables. Les villes étaient conçues pour des millions, mais des milliers y vivaient. Qui a nettoyé le territoire avant notre apparition? Et surtout, pourquoi notre mémoire de cet événement a-t-elle été effacée en inventant une histoire de développement lent de la torche à l'ampoule d'Illich? Regardons la vérité en face, en utilisant un langage impossible à falsifier, le langage des mathématiques et des statistiques. Si vous ouvrez n'importe quel graphique de croissance de la population mondiale, vous verrez quelque chose d'étrange que la science officielle ne peut pas expliquer clairement. On nous dessine une ligne pratiquement droite pendant des millénaires, où la population de la planète fluctue à peine, puis, soudainement, au milieu du 19e siècle, il y a une envolée verticale. On nous convainc que c'est le résultat de l'amélioration de la médecine et de la révolution industrielle. Mais regardez les photographies de ces années-là. Les premiers daguerréotypes des années 1840. Paris, Saint-Pétersbourg, Moscou, Rome. Qu'est-ce qui unit ces clichés? Un vide total et assourdissant. On nous parle de la longue exposition des premiers appareils photo, à cause de laquelle les personnes en mouvement auraient disparu des clichés. C'est le mensonge le plus ridicule, destiné aux écoliers. Si l'exposition était si longue, pourquoi les ombres des arbres et des bâtiments sont-elles nettes et non floues? Pourquoi l'eau des rivières est-elle figée et non transformée en brouillard? Pourquoi les drapeaux sont-ils suspendus
et non flou par le vent. Et surtout, où sont les charrettes? Où sont les chevaux? Où sont les étals de marché qui restent des heures au même endroit? Les villes sont complètement prêtes, avec une architecture majestueuse, des routes pavées, mais elles sont vides. Ce sont des villes fantômes. Ce sont des décors attendant des acteurs. Et ici, nous abordons le fait le plus choquant que les historiens tentent d'occulter avec le terme d'urbanisation. Au XIXe siècle, des millions d'orphelins apparaissent soudainement dans le monde entier. Pensez-y. D'énormes orphelinats à Moscou et Saint-Pétersbourg, des refuges surpeuplés à Londres et Paris. Aux États-Unis d'Amérique, des trains d'orphelins sont lancés, transportant des dizaines de milliers d'enfants de la côte Est vers le Far West, les distribuant en fermiers comme main-d'œuvre gratuite. D'où venaient ces légions d'enfants sans parents? Où sont leurs pères et leurs mères? Sont-ils tous morts en même temps d'une maladie sélective qui n'aurait pas touché les enfants? Il existe une terrible théorie, selon laquelle nous sommes une civilisation d'orphelins. Nous sommes les descendants de ceux qui ont été artificiellement installés dans les villes désertées après la catastrophe. Nous avons été élevés dans les couveuses des orphelinats. On nous a donné de nouveaux noms de famille: Ivanov, Petrov, Smith, Johnson. On nous a inventé une histoire simple et linéaire, et on nous a envoyés coloniser les ruines d'une grande civilisation. C'est pourquoi nous ne connaissons pas nos racines plus profondément que nos arrière-grands-parents. Demandez-vous, qui parmi vous peut nommer le nom de son arrière-arrière-grand-père et où il est enterré? Chez 90% des gens, la mémoire de la lignée s'interrompt précisément au milieu du XIXe siècle. Au-delà, l'obscurité. Revenons à la construction. Calculons la logistique de la construction de Saint-Pétersbourg. On nous dit que la ville a été construite sur un marécage où l'on transportait des pierres en charrette. Pour construire la seule cathédrale Saint-Isaac, il faut transporter des centaines de milliers de tonnes de granit et de marbre. Sans chemin de fer, sans machinerie lourde, uniquement à cheval et en barge. Si l'on calcule la quantité de fourrage nécessaire pour les chevaux, la quantité de nourriture pour les ouvriers et la capacité de charge des chemins de terre de l'époque, le système s'effondre. Il aurait fallu plus de routes que de terre elle-même. La ville aurait dû être submergée par le fumier de millions de chevaux. Mais sur les vieilles gravures et photos, nous voyons de la propreté et de l'espace. Et la brique? Vous êtes-vous déjà demandé combien de milliards de briques il fallait pour construire le centre historique de Saint-Pétersbourg ou de Moscou? Où se trouvaient les briqueteries? Où prenaient-ils autant d'argile et de combustible pour la cuisson? Pour produire un tel volume, toute la région aurait dû être creusée par des carrières et enfumée par des fours pendant des centaines d'années. Mais il n'y a aucune trace de cette gigantesque zone industrielle. Les bâtiments sont là, mais il n'y a pas de base de production pour les créer. C'est comme trouver un nouvel iPhone dans une grotte médiévale. L'objet existe, mais l'usine pour le produire n'existe pas. Une seule conclusion. Ces villes étaient là depuis des millénaires. Elles n'ont pas été construites par Pierre le Grand ou Napoléon. Ils les ont déterrées. Et c'est là que le puzzle des toilettes s'assemble en un tableau effrayant. La civilisation précédente, qui a construit ces géants, était peut-être physiologiquement différente de nous. Rappelez-vous les légendes des gens qui se nourrissaient de manne céleste ou de prana. Rappelez-vous l'absence de cuisine dans les anciens plans des palais. La nourriture était-elle à portée des pavillons à travers la rue? Sérieusement? Par temps de gel? Ou peut-être que le concept même de l'ingestion et de la digestion de la nourriture était différent. S'ils étaient des êtres d'un autre ordre, peut-être n'avaient-ils pas besoin d'assainissement tel que nous le concevons. Ils auraient pu utiliser des technologies de désintégration de la matière, de téléportation des déchets, ou simplement avoir un cycle biologique sans déchets. Nous, les occupants, possédons une biologie primitive. Nous mangeons, nous digérons,
nous excrétons. Et quand nous avons été introduits dans ces palais de pierre, nous avons été confrontés à un problème. Vivre ici est luxueux, mais il n'y a pas d'endroit où faire nos besoins. Nous avons commencé à percer des trous dans les sols, à construire des cabanes en bois dans les arrière-cours, à dériver les tuyaux directement dans les canaux, qui étaient initialement destinés à l'eau propre. Nous avons transformé les canaux vénitiens et les rivières de Saint-Pétersbourg en égouts, parce que nous ne comprenions pas leur véritable destination. Nous sommes des barbares qui utilisent un microscope pour enfoncer des clous. Observez les portes. Les portes gigantesques de l'Ermitage, dont les poignées se trouvent au niveau du visage d'un homme moderne. D'énormes marches qu'il faut gravir plutôt que de simplement marcher. La hauteur des plafonds, qui fait qu'un homme se sent comme un insecte. C'est une architecture pour géants. Et dans de nombreux livres anciens, on peut trouver des mentions de personnes de taille gigantesque, ayant vécu il n'y a pas si longtemps. Mais ensuite, il y a eu une guerre des dieux, une guerre des titans, appelez-la comme vous voulez. Les traces de cette guerre sont partout. Des lacs ronds de forme parfaite, ressemblant à des cratères d'explosion nucléaire, des forteresses fondues, les soi-disant forts étoilés, dispersés sur toute la planète. À propos des forts étoilés, on nous dit que ce sont des ouvrages défensifs pour les canons. Mais regardez leur géométrie vue d'en haut. Ce sont des antennes fractales complexes. Ce sont des schémas de circuits imprimés, disposés en pierre et en terre. L'eau qui entoure ces étoiles servait de conducteur ou de résonateur. C'était un réseau énergétique planétaire unifié, qui fournissait de l'énergie gratuite, de la chaleur et de la lumière. Et les palais faisaient partie de ce réseau. Les dômes des cathédrales, ce n'est pas juste pour la beauté, ce sont des condensateurs. Les croix sur eux, ce sont des antennes. Les liaisons métalliques à l'intérieur des murs, c'est le câblage. Quand il y a eu une défaillance ou une coupure intentionnelle du système, la civilisation a péri. Il y a eu un hiver nucléaire, ou cette fameuse année sans été, enregistrée en 1816. Les survivants ont dégénéré. Et puis de nouveaux maîtres sont arrivés, des marionnettistes, qui ont nettoyé les restes, emporté les technologies, et ont peuplé les villes vides avec nous. Des gens à la mémoire courte et aux besoins primitifs. On nous a donné des pelles et on nous a dit « C'est vous qui avez construit cela, soyez fiers ». Et nous sommes fiers, sans remarquer que nous vivons sur le cimetière des dieux, utilisant leurs temples comme des toilettes publiques. Mais le plus terrible n'est même pas cela. Le plus terrible, c'est que le processus de substitution n'est pas terminé. Nous voyons l'histoire être réécrite en ce moment même, sous nos yeux. Mais il nous reste des preuves dans la pierre. Il est impossible de falsifier des millions de tonnes de granit. Il est impossible de falsifier la maçonnerie polygonale à Kronstadt ou au Pérou. Les pierres crient que nous sommes des étrangers ici. Maintenant que nous avons compris que l'architecture ne correspond pas à nos besoins physiologiques et que la population a été remplacée, la question se pose. Où sont passées les connaissances? Pourquoi ne trouvons-nous pas les plans de ces étonnants systèmes d'approvisionnement en eau sans pompe et de chauffage éthérique? La réponse est simple et terrible. Ils ont été brûlés. Le feu est la gomme la plus efficace entre les mains des falsificateurs de l'histoire. Rappelez-vous avec quelle régularité effrayante les villes brûlaient au XIXe siècle. L'incendie de Moscou de 1812, le grand incendie de Chicago, San Francisco, Boston. On nous dit construction en bois, bougies tombées, accident. Mais les villes construites en pierre et en briques ont brûlé de fond en comble, comme si elles avaient été arrosées de napalm depuis le ciel. La pierre ne brûle pas, mais sur les photographies de ces années-là, nous voyons comment les blocs de granit se sont désagrégés en sable. C'était un nettoyage. Ce n'étaient pas seulement des maisons qui étaient détruites, mais des preuves étaient anéanties. Les bibliothèques et les archives brûlaient avec une minutie particulière.
Cela se produit depuis des siècles et continue à ce jour. La bibliothèque d'Alexandrie, la bibliothèque du Congrès des États-Unis, la bibliothèque de Lignon à Moscou. Chaque fois que quelqu'un s'approche trop près de la résolution de la chronologie réelle ou trouve la documentation technique des dieux, un court-circuit se produit ou un incendie accidentel. Les registres de recensement, les plans, les cartes de l'ancien monde brûlent. On ne nous laisse que des manuels réécrits, dans lesquels on nous raconte que des paysans analphabètes munis de burins ont construit des chefs-d'œuvre que nous ne pouvons pas reproduire aujourd'hui avec des lasers et des grues. Mais le spectacle le plus cynique, ce sont les expositions universelles dites du 19e et du début du 20e siècle. Paris, Chicago, Saint-Louis. La version officielle stipule que pour ces expositions, en 1 ou 2 ans, on construisait des villes antiques gigantesques avec des dômes, des colonnades, des canaux artificiels et un éclairage électrique. Et après la fermeture de l'exposition, tout cela était démoli, parce que les bâtiments étaient soi-disant faits de staff, un mélange de plâtre et de paille. Croyez-vous à cela? Regardez les photographies de ces pavillons temporaires. Ce sont des constructions monumentales, par leur qualité et leur complexité, surpassant le Capitole ou la basilique Saint-Pierre. La terrible vérité est que ces villes n'ont pas été construites spécialement pour les expositions. Elles étaient déterrées. C'étaient des quartiers préservés d'une ancienne civilisation. Elles étaient restaurées, montrées à un public émerveillé comme des réalisations de l'ère industrielle ou des fantaisies architecturales, puis impitoyablement dynamitées et rasées sous prétexte de la fin de l'événement. Pourquoi? Parce que ces complexes étaient trop parfaits. Ils révélaient un niveau de technologie qui ne pouvait pas être expliqué par la machine à vapeur. Il y avait des trottoirs roulants, de l'électricité sans fil, une acoustique extrêmement complexe. Il était impossible de laisser cela. Les élites, qui avaient pris le pouvoir après la catastrophe, devaient effacer la mémoire de l'âge d'or, le transformant en une attraction de foire, puis le détruire physiquement. Elle craignait que les gens commencent à poser des questions. Si nous avons construit cela en plâtre en 1 an, pourquoi vivons-nous dans de sales boîtes en briques? C'est pourquoi les palais étaient dynamités, les débris jetés dans les plans d'eau, créant de nouveaux quais, et l'histoire était réécrite. On nous a convaincus que nous progressons, de la torche à la LED. Mais en regardant ces chefs-d'œuvre détruits et ces palais sans toilettes, il devient clair. Nous nous dirigeons vers une spirale de dégradation. On nous a donné des smartphones pour nous distraire, mais on nous a retiré les technologies d'énergie libre et de longévité. On nous a donné un système d'assainissement central dont nous sommes si fiers, mais on nous a retiré l'architecture éternelle et l'harmonie avec la nature. Nous vivons sur des cendres que nous avons nous-mêmes contribué à créer par notre silence et notre foi aveugle dans le mensonge officiel. Nous sommes une génération amnésique, errant parmi les ruines, que nous considérons à tort comme nos réalisations.